5h30 le 24 février 2022. Les premiers chars russes entrent sur le territoire ukrainien. Vladimir Poutine lance ses troupes à l'assaut de Kiev, la capitale. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Cette invasion fait basculer l'Ukraine et l'Europe dans la guerre. Dès le 2 mars à l'ONU, 141 États membres sur 195 condamnent une opération russe qualifiée sans ambiguïté d'agression. Le monde a parlé. Le gouvernement russe doit immédiatement cesser l'agression, retirer ses troupes et respecter les règles de la Charte des Nations Unies qui s'applique à tous. Non contraignante, cette résolution de l'ONU n'a pas stoppé Vladimir Poutine, ni même le mandat d'arrêt émis en 2023 par la Cour pénale internationale. Pour que le président russe réponde de ses crimes, le Conseil de l'Europe, réuni en Moldavie vendredi dernier, a donc franchi une nouvelle étape. 36 pays se sont engagés à créer un tribunal spécial pour le crime d'agression de l'Ukraine. Aujourd'hui est un jour historique. Le tribunal spécial devient une réalité juridique. Poutine a toujours voulu entrer dans l'histoire. Il y entrera comme un criminel. Le futur tribunal pourrait juger par contumace non seulement Vladimir Poutine, mais aussi ses proches et d'autres dirigeants qui soutiennent militairement le Kremlin. Alors Vladimir Poutine, qui assistait le 9 mai dernier à un défilé militaire annuel à la gloire de l'armée russe, sera-t-il traduit en justice pour l'agression de l'Ukraine? Malgré les obstacles, le tribunal spécial verra-t-il le jour? Nos trois invités, Mathilde Philippe, bonsoir, professeur de droit public à Lyon 3, spécialiste de justice pénale internationale, dernier essai, peut-on juger Poutine? Selon vous, il est très important d'avoir un tribunal pour juger du crime d'agression, d'abord parce qu'il vise les hauts dirigeants des pays, ce tribunal, lorsqu'il sera instauré, et puis ensuite parce que c'est un crime matriciel, le crime d'agression, c'est celui qui entraîne tous les autres. À côté de vous, Véronique Adorman, bonsoir, reporter au quotidien Libération et ancienne correspondante pour le même quotidien à Moscou. Vous avez publié Un peuple qui marche au pas, les Russes sous Poutine. Et vous estimez que la création de ce tribunal est importante symboliquement, mais cela n'aura aucun effet sur Vladimir Poutine, selon vous, en tout cas tant qu'il est au pouvoir. Et comme il a l'intention d'y rester jusqu'à sa mort, CQFD. Et à côté de vous, Bertrand Badi, professeur émérite de relations internationales à Sciences Po Paris. Bonsoir Bertrand Badi. Bonsoir. Votre dernier essai, Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale. Vous estimez que le problème de fond est de savoir si une guerre est une question juridique ou politique. Si c'est juridique, c'est aux tribunaux de juger, certes, les crimes d'agression, mais ce n'est pas l'approche qui domine, selon vous, en ce moment. Et on démarre le débat avec le mot du débat, oui, c'est Nuremberg. Le mot du jour, hein, Nuremberg, du nom du procès, on sait qui s'est tenu dans cette ville allemande après la Seconde Guerre mondiale pour juger 24 dignitaires nazis du Troisième Reich accusés de complot, crimes contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. Il a duré près d'un an, de novembre 1945 à octobre 1946. Alors pourquoi Nuremberg? Parce que le ministre ukrainien des Affaires étrangères a fait vendredi le parallèle avec le tribunal spécial pour juger Poutine qui vient d'être instauré. Est-ce que c'est une comparaison pertinente, Mathilde Philippe? Alors oui, c'est à la fois une comparaison pertinente et puis on a beaucoup évolué depuis. Alors c'est pertinent parce que Nuremberg, c'est l'un des premiers actes de cette justice pénale internationale qui en est à la préhistoire en réalité. Hein. On est tout au début d'un mouvement. C'est pour ça que quand on entend des critiques, on les comprend. Mais attendez, c'est en train de se mettre en place. Et donc Nuremberg, c'est le premier acte. Simplement, il y a eu des changements, des évolutions. La première, c'est qu'on essaye de mettre en place désormais une justice pénale internationale qui ne soit pas une justice des vainqueurs, comme l'était indubitablement celle de Nuremberg. Désormais, que la Russie gagne ou perde la guerre, eh bien, les mandats d'arrêt devant la Cour pénale internationale et devant cette juridiction tiendront. Et puis, deuxième évolution, maintenant, on en est à des juridictions qui sont le fruit d'accords avec des organisations régionales, donc comme l'Union européenne, ou internationales, comme l'ONU. Donc, on a légèrement changé de méthode pour avoir une justice plus efficace. Bertrand Badi, c'est une idée salutaire que de mettre en place ce tribunal. Vous pensez qu'il peut aller jusqu'au bout? Alors d'abord, il y a un énorme débat. Nous appartenons, ce n'est pas forcément le cas ailleurs, à une culture dans laquelle la guerre fait partie des règles du jeu. Nous, l'Europe. Nous, Europe, oui. qui va devenir Euro-Amérique, pour lesquelles
la guerre, comme le disait Clausewitz, qui est le maître à penser en matière de guerre, c'est le point d'aboutissement d'une rivalité politique. C'est le paroxysme de la rivalité politique. Donc la guerre n'est pas culpabilisée dans la philosophie politique moderne, européenne et euro-américaine. Donc tout le problème, c'est de réfuter, a priori, en disant mais la guerre est un droit. Vous savez, c'est une très vieille histoire. Je citais Clausewitz, mais on pourrait citer Machiavel, qui disait la guerre juste, c'est la guerre nécessaire. À partir du moment où vous démontrez que vous avez besoin de la guerre, eh bien c'est normal de le faire. Et Raymond Aron considérait que la paix, ce n'était qu'une entre-deux-guerres. Alors, si vous partez de ce postulat, qui est enraciné dans notre culture et notre histoire, pourquoi ? Parce que quand l'État-nation moderne s'est formé, on est déjà là à l'époque de Machiavel, eh bien, il a été énormément servi par la guerre. Et ça justifie ce tribunal aussi, alors, si on vous entend. Alors, attention, tout le problème, c'est est-ce que la justice doit s'emparer des guerres mal faites, c'est-à-dire qui ne sont pas faites conformément au droit. C'est ce que on appelle le droit de la guerre, ou est-ce que la justice doit s'emparer de toute guerre, parce qu'est-ce qu'on doit considérer la guerre comme étant en soi un crime contre l'humain, je ne dis pas contre l'humanité pour ne pas confondre les notions. Et cette question, non seulement n'est pas tranchée, mais nous sommes, comme vous le savez, dans une ambiance trumpienne qui considère que le politique est séparé du droit, qu'il a ses raisons propres et que donc nul n'est autorisé à condamner a priori la guerre. Véronique Dorman, justement, est-ce que cette initiative du Conseil de l'Europe, est-ce que c'est un motif d'inquiétude pour les dirigeants russes ou finalement c'est un coup d'épée dans l'eau pour vous? Alors, pour l'instant, ils affichent leur mépris habituel. Donc, ils ignorent ces décisions. Ils disent, voilà, Peskov, le porte-parole du Kremlin, ne veut pas commenter quand on lui pose la question frontalement. Que pensez-vous de la création de ce tribunal? Il dit, nous ne commenterons pas. Inquiétude certainement. Ensuite, ils sont quand même en posture très officielle de ne pas reconnaître les décisions prises par les Occidentaux, de ne pas jouer selon les règles du droit international, de le bafouer. Ça fait c'est leur droit à eux, en fait. Ils sont au-dessus de cette justice-là. Donc, pour l'instant, ils continuent et ils font comme si ces décisions n'existaient pas. Et ne les concernait pas. Et du coup, ça va être l'objet de notre archive. Regardez, le 17 mars 2023, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, tout le monde s'en souvient, pour son rôle dans le transfert illégal d'enfants ukrainiens lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Regardez. Coup de tonnerre, aujourd'hui à La Haye. Vers 16h, la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. La Cour pénale internationale fait sa part du travail. En tant que tribunal, les juges ont émis des mandats d'arrêt. Leur exécution dépend de la coopération internationale. Le mandat d'arrêt est émis contre le président russe et sa commissaire aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova, pour leur responsabilité présumée dans la déportation d'enfants ukrainiens. Une décision forte, donc symbolique de la Cour pénale internationale, mais peu de chances que Vladimir Poutine entreprenne un voyage dans un pays où il prendrait le risque d'être arrêté. Et Véronique Dorman, pour rebondir sur ce que vous disiez, ça n'a eu aucun effet sur Poutine que cette poursuite de la CPI? Absolument, les enfants n'ont pas été rendus. Maria Belova a continué dans sa carrière, elle a reçu des prix. Elle est toujours dans ces fonctions-là. Dans ses fonctions, elle a pu adopter des enfants aussi, elle a continué, elle a poursuivi. Et les Russes continuent dans leur narratif qu'ils ont sauvé ces enfants, qu'il n'y a pas d'enlèvement réel, qu'ils ont arraché ces enfants à la guerre, ils leur ont donné un nouvel avenir. Et en fait, ils transforment complètement le discours. Et effectivement, cette condamnation n'existe pas pour le Kremlin. Mathilde Philippe, vous oui, avez alors, l'air de vouloir je suis nuancer. d'accord, mais il y a tout de même un élément qui prouve que Vladimir Poutine tient tout à fait compte de ce mandat d'arrêt. Alors cet élément, il est subtil. Cet élément, c'est son attitude vis-à-vis de ses déplacements à l'étranger. Puisque la présidente mexicaine, le chef d'État africain, le chef d'État brésilien lui ont dit « Vous pouvez tout à fait venir sur notre territoire pour diverses réunions et manifestations, nous vous assurons l'immunité. » Alors Vladimir Poutine fièrement a dit « Je n'ai pas peur de ce mandat d'arrêt et je me rendrai au Brésil, en Afrique du Sud et au Mexique. » Et alors, à chaque fois, quelques jours avant, il annule finalement sa venue. Pourquoi ? Parce qu'il sait que dans ces pays-là, il y a tout de même, enfin il sait, parce que ses services de renseignement lui ont dit, qu'il y a tout de même une justice indépendante et qu'il risque l'arrestation. Donc oui, il a été en Mongolie.
Eh bien, je pense que c'est exactement la preuve que c'est le seul pays où il peut se rendre. Il pourrait se rendre aux États-Unis aussi, qui n'a pas ratifié. Il a aussi été en Chine, en Alaska. Il s'est déplacé dans d'autres pays qui ne ratifient pas la CPI. Il y a la plupart des pays du monde, sur 193 États, vous en avez près de 150 qui ont ratifié le statut. Donc, il est entravé dans ses déplacements et on le voit. Bertrand Badi, pourquoi c'est justement pas la Cour pénale internationale qui est permanente, qui prend en charge le crime d'agression ? Et pas un tribunal qui sera un tribunal, donc, par définition provisoire. Alors, prendra ça comme charge. ça a été très justement dit, on est au début d'une histoire, et une histoire évolutive. C'est-à-dire que la Cour pénale internationale, c'est tout récent, c'est 1998. La notion de crime d'agression était dans le brouillard le plus absolu. Il y a eu quand même une conférence qui s'est tenue... 40 ans déjà. Attendez, il y a une conférence qui s'est tenue à Kampala en 2010, je parle sous votre contrôle, et qui a introduit l'hypothèse de ce crime d'agression. Je dis hypothèse, pourquoi ? Parce que, d'abord, il n'y a pas eu consensus. Et la France, par exemple, a été parmi les pays qui ont dit non, on ne peut pas reconnaître cette notion de crime d'agression. Deuxième élément, comment définir un crime d'agression ? Alors, une définition a été donnée à Kampala. Elle a été intégrée dans le statut de la Cour pénale internationale qui définit le crime d'agression comme tout manquement à la Charte des Nations Unies en matière de droit de la paix. Et par conséquent, la Cour pénale internationale peut s'en saisir, mais vous voyez dans quelle ambiguïté et quel flou. D'autre part, il y a un autre problème, c'est que la Cour pénale internationale ne reconnaît pas la procédure par contumace et donc ne peut pas juger Poutine, tandis que ce tribunal spécial pourrait le faire. Mais je voudrais quand même ajouter un tout petit point, qui est de dire, bien sûr, on lit toujours droit et sanction. Oui. Et que, effectivement, à partir du moment où on ne peut pas appliquer un mandat d'arrêt, qu'on ne peut pas l'exécuter, eh ben, on considère que c'est un échec. Moi qui ne suis pas juriste, je me sens beaucoup plus à l'aise. C'est-à-dire, je dis le droit, bien sûr, sanctionne, mais le droit a une autre fonction qui est une fonction énonciatrice et stigmatisante. Et ça a un effet énorme. De dire que M. Netanyahou ou que M. Poutine font l'objet d'un mandat d'arrêt international, c'est une stigmatisation, un shaming. Oui, mais alors justement, Véronique Aderman, est-ce que cette stigmatisation ne peut pas empêcher la conclusion d'une paix également ? Est-ce que Poutine, en disant voilà, je suis visé par ce tribunal spécial, ça ne peut pas l'emmener vers un jusqu'au boutisme ? Alors, de toute façon, il n'a pas, quelles que soient les décisions prises par la communauté internationale, l'extérieur ou les Européens, maintenant, ça n'a pas l'air d'impacter le plan de Vladimir Poutine, qui de toute façon, pour l'instant, est engagé dans une paix qui n'a pas tellement de fin, dans une guerre qui n'a pas tellement de fin et d'horizon. On a vu que, par exemple, dans le plan de paix que les Russes ont glissé aux Américains dans les 28 points, il y a cette amnistie. Cet article sur l'amnistie totale et de toute poursuite de tous ceux qui se seraient rendus coupables de crimes de guerre. Donc dans ce cas-là, ce serait effectivement un obstacle, mais ce document n'a jamais été adopté pour l'instant. Ce n'est pas il existe, mais ce n'est pas le plan de paix qui sera suivi. Et puis de toute façon, oui, pour l'instant, cette décision sert d'irritant pour Vladimir Poutine, mais comme vous l'avez dit, il y a ce qu'il affiche. Donc voilà, il continue à suivre son projet à lui. Il est irrité de l'intérieur. Il peut être inquiet. Il peut se dire que ça va le limiter aussi dans ce qui sera après. Peut-être que ça influencera sa décision de laisser ou pas le pouvoir à un successeur, de s'accrocher plus longtemps au pouvoir au-delà de cette paix en Ukraine, de décider qu'il va rester au pouvoir, quelle que soit l'issue de cette guerre, jusqu'à la fin de sa vie, parce que la seconde où il quitte le pouvoir, parce que pour l'instant il a l'immunité en tant que dirigeant. Voilà. On va évoquer avec vous trois et avec Anna le fait que la guerre n'est pas terminée, on le sait, mais des Russes sont jugés déjà en Ukraine pour crimes de guerre. Oui, 3 mois après le début du conflit, en mai 2022, la justice ukrainienne condamnait le tout premier soldat russe à Kiev, Vadim Chichimarin, un sergent de 21 ans, reconnu coupable de crimes de guerre et de meurtre avec préméditation. Il avait alors écopé d'une peine de prison à perpétuité pour avoir tué un civil, perte qui avait finalement été réduite à 15 ans de réclusion après que son avocat a fait appel. Et puis, en 2025, autre procès à Zaporijjia, un soldat russe de 27 ans, cette fois, Dimitri Kourachov, condamné
condamné à la prison à perpétuité pour avoir tiré de sang-froid sur un soldat ukrainien qui tentait de se rendre. Mais ces 2 cas restent très rares. Sur les 211 000 crimes de guerre répertoriés par le procureur général d'Ukraine en 4 ans de conflit, l'immense majorité reste non résolue. Alors il y a aussi des crimes de guerre commis par les Ukrainiens. Oui, en 2022, une vidéo Telegram qui avait été révélée par le Figaro et par le New York Times montrait l'exécution de soldats russes encore vivants par l'armée ukrainienne, des exactions qui sont constitutives de crimes de guerre mais qui restent moins fréquente que du côté russe. En tout cas, selon la note de l'ONU qui était parue en 2024, elle précisait que cette année-là, les Russes avaient commis 79 exécutions illégales contre 3 du côté de l'Ukraine. Et l'ONG Human Rights Watch avait alors alerté « Nous devons toujours vérifier ce que font toutes les parties de la guerre ». Et elle avait alors sommé les autorités ukrainiennes d'enquêter à ce sujet. Mathilde Philippe, ces tribunaux nationaux, ils rendent justice. Est-ce que selon vous, ils sont plus efficaces que ce que peut faire la CPI ou alors ce nouveau tribunal européen, ou alors ils sont complémentaires? Alors, ils sont complémentaires. D'ailleurs, c'est l'objectif, qu'il y ait une complémentarité. Mais ici, on a vu des images très symboliques. Alors, d'abord, peut-être, je vais parler de l'Ukraine, mais très rapidement. L'Ukraine a beaucoup déçu, puisque lorsqu'elle a adhéré à la Cour pénale internationale, elle a fait ce qu'avait fait la France aussi, c'est-à-dire qu'elle a exclu pendant 7 ans la compétence de la Cour pour les crimes de guerre. Je mets de côté, mais je voudrais insister sur le symbole que représentent les images qu'on a vues sur ces jeunes soldats russes jugés en Ukraine, pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils sont jugés en pleine guerre. Donc c'est extrêmement difficile de rendre la justice en pleine guerre, et c'est là où une justice pénale internationale est très importante, parce qu'elle permet de décentrer. Il y a un problème de légitimité selon vous? Pas de légitimité. J'ai beaucoup parlé lorsque j'étais en Ukraine avec les magistrats. C'est très difficile, mais ils font tout pour garder l'indépendance, et surtout on a le contrôle du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne, pour essayer, c'est ce que n'ont pas les Russes, d'avoir une justice qui corresponde donc aux garanties de la justice pénale. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce sont le menu fretin. Or, le tribunal dont on parle, c'est pour juger les hauts dirigeants, pour que ce ne soit plus que ces petits soldats qui eux-mêmes sont jugés responsables. Mais c'est très important. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important, ce tribunal-là? Parce que ce sont des Russes. Je crois qu'il faut qu'on rappelle que ce n'est pas un droit qui vient de l'extérieur. La Russie, c'est l'un des pays qui a le plus fait pour qu'on ait un droit de la guerre. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est Nicolas II et son envoyé, Frédéric de Mertens, qui a rédigé une clause que les États ont trouvée tellement juste au XIXe siècle qu'ils l'ont intégrée dans le traité qui est fondateur sur le droit de la guerre et qui dit qu'il faut tenir compte des populations civiles et même des combattants, de l'humain dans la guerre. Et juste une deuxième chose, c'est un juriste soviétique qui a théorisé le crime d'agression. Voilà, qui a non seulement théorisé le crime d'agression, mais il a pris un peu son bâton de pèlerin et il est allé convaincre les Américains qui n'en voulaient pas, les Anglais qui n'en voulaient pas, les Français qui n'en voulaient pas. C'est un crime russe que l'on reproche à Vladimir Poutine et que ce tribunal souhaite donc appliquer. Sauf qu'aujourd'hui, Bertrand Badi, la Russie ne reconnaît aucune légitimité aux institutions internationales occidentales et européennes, et il y a un risque d'illégitimité de ce tribunal-là, non, vis-à-vis de Moscou. Alors, 2 choses. D'abord, on pourrait peut-être enrichir ce débat, que la notion de crime de guerre et la notion de crime d'agression, non seulement sont différentes, ça tout le monde en convient, mais sont peut-être en contradiction l'une avec l'autre. Parce que la base même du droit de la guerre, c'est-à-dire il y a des choses qui sont possibles pendant la guerre. Vous pouvez tuer le soldat qui vous fait face, n'est-ce pas? Et il y a des choses qui sont interdites et criminelles. C'est par exemple attaquer des civils. Alors, sur la question de la légitimité, Bertrand Badi. Alors, justement, si vous admettez la notion de crime de guerre, ça veut dire que vous admettez la légitimité de la guerre. Et que donc, vous défaites d'autant la notion de crime d'agression. Crime d'agression, c'est de dire la guerre, c'est le crime suprême. C'est ainsi que ça a été présenté, c'est-à-dire, effectivement, en soi, la guerre est une atteinte aux droits absolument fondamentaux de l'humanité. Et donc, l'important dans la CPI et surtout dans la notion de crime d'agression, c'est de juger celui ou celle qui a décidé de la guerre. C'est la décision de la guerre, sauf cas extrêmement précis, légitime défense, et d'après la Charte des Nations Unies, une décision prise par le Conseil de sécurité sous chapitre 7. Mais à cette exception-là,
effectivement, lorsqu'Israël et les États-Unis bombardent l'Iran, c'est un crime d'agression. Et c'est là qu'il doit y avoir jugement. Alors vous avez raison maintenant de dire que peut-être que à force de délégitimer et de refuser d'adhérer à des institutions, on vient les délégitimer. C'est tout à fait exact. Voilà, mais c'est pas tout à fait exact. Ce que pourra dire Poutine, il pourra dire... Attendez. Il est à la... Oui, mais il faut laisser la parole aux... Partageons la parole. Partageons la parole, Bertrand Vadim. Vous m'avez posé une question. Ah bah oui, mais je sais, mais vous y avez répondu, largement. Mais non, mais j'ai pas répondu. Je voulais juste vous dire quand même en une phrase que, bien sûr, la non-adhésion affaiblit l'institution, mais moi j'appartiens à une génération qui sait ce que c'est que l'absence totale de Cour pénale internationale. Quand Brejnev et Nixon se faisaient face, le droit n'existait pas. Là, maintenant, désormais, il existe. Alors, justement, sur la question de légitimité, Eric Lindemann, Poutine aura beau jeu de dire c'est un tribunal à la solde des Occidentaux. Je ne peux être jugé que par mon pays, que par les institutions que je reconnais russes. Alors, non seulement, il le dit déjà, il le dira, il continuera à le dire parce qu'aucun autre tribunal ne peut le juger. Et puis, par ailleurs, alors, c'est pas dans le droit juridique, mais pour les Russes et pour Poutine et dans la vision politique du monde russe, la guerre est constituante de leur vision du monde. Donc la guerre n'est pas, alors peut être quelque chose qui doit suivre des règles et qui doit être encadré. Il y a des crimes, donc des crimes de guerre, mais le crime d'agression n'existe pas en soi parce que la manière. Alors il est quand même dans leur code pénal. Oui, mais sauf que la manière dont ils construisent leurs relations internationales et leur rapport au monde et leur rapport à l'Occident et leur rapport à l'Ukraine. Alors là, on est dans un autre champ un petit peu. C'est via la guerre et la guerre est une action légitime. Et ensuite, eux, dans ce cadre-là, ils peuvent considérer qu'il y a des crimes de guerre, mais ils renversent tout. Ils considèrent que les agresseurs, c'est les Occidentaux, que c'est les Ukrainiens. Et qu'ils sont, eux, en légitime défense. Juste une toute petite précision pour le débat, parce qu'en fait, ce n'est pas la guerre qui est interdite, c'est juste la guerre illégale. Donc le crime d'agression, c'est simplement, entre guillemets, de déclencher une guerre illégale. Donc la guerre continue à être légitime. Alors, ça n'a pas changé. Justement, c'est un crime exceptionnel. En cas exceptionnel, légitime défense ou autorisation par le procès. Justement, vous avez travaillé avec Philippe Sands, qui est juriste, qui est avocat franco-britannique, qui est venu sur ce plateau d'ailleurs, et c'est lui qui est à l'origine de ce tribunal spécial pour juger Poutine et ceux qui l'entourent. Voilà ce qu'il a dit. Si on peut avoir un tribunal sur le crime d'agression pour le conflit Russie-Ukraine, alors pourquoi pas aussi pour États-Unis, Iran ou pour Israël-Iran. C'est ça l'objectif à terme, c'est d'en faire une juridiction qui sera plus universelle ? Je souris parce qu'il n'arrête jamais. Il est toujours sur le coup d'après. Mais en réalité, il a tout à fait raison. C'est-à-dire que ce tribunal-là, il est indispensable pour pouvoir juger les guerres à la fois d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi ? Parce que si on ne juge pas ceux qui ont tout fait pour juger les autres, parce que la Russie de Vladimir Poutine, elle a tout fait pour juger les autres chefs d'État et les autres dirigeants. La Russie de Vladimir Poutine a toujours voté oui, que ce soit à l'Assemblée générale des Nations unies ou au Conseil de sécurité, pour créer des juridictions spéciales qui ont pu juger notamment des chefs d'État. Donc c'est très important de juger cette Russie-là. Et puis certains diront, mais avec des canons occidentaux, vous voyez, c'est ça aussi le reproche. Parce que, alors rappelons-nous de la guerre en Irak, excusez-moi de revenir à cela, mais c'est vrai que cette guerre, elle a été unanimement déclarée comme une guerre d'agression par les juristes et même à l'ONU. Eh bien, on se souvient tous, parce qu'on est français, du discours de Dominique Villepin. Eh bien, est-ce qu'on se souvient que le même jour, le vice-ministre des Affaires étrangères de Vladimir Poutine a fait un discours qui a eu tellement de retentissement pour dire que c'était une guerre d'agression qu'il a été aussi applaudi que notre Dominique de Villepin national. Donc, il faut se souvenir de qui est Vladimir Poutine pour le droit international. Il a contribué. Donc, si on ne juge pas ce chef d'État-là, comment peut-on ensuite juger un Netanyahou, un Trump qui le refuse depuis toujours? Vous comprenez combien c'est important aujourd'hui ce qui se passe. Merci infiniment, et on peut signaler le Retour à Lemberg, le livre, le récit merveilleux de Philippe Sands. Merci à tous les trois d'être venus débattre.